Qui va vous convaincre? C'est votre rendez-vous, notre rendez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21 h avec 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Julie Graziani, qui est éditorialiste. Pas de confinement, le président Macron a raison. Il sent la révolte qui monte. Il a pris la bonne décision politique. Le docteur Ludovic Toro, vaccin, il faut ouvrir les brevets, mettre en place une licence obligatoire, produire ainsi plus vite, moins cher et en plus grand nombre. Jean-Christophe Buisson, directeur du Figaro Magazine, stop à la folie de débaptiser les écoles et les places, comme ça se fait aux États-Unis. Enseignons plutôt l'histoire, les hommes et les femmes qui l'ont faite avec leurs erreurs aussi. Claire Lejeune, militante écologiste. Il y a urgence à agir, d'autant plus après avoir lu le rapport alarmant de Météo France sur la dégradation du climat dans notre pays. On regarde même région par région. Voilà, qui va vous convaincre? C'est parti. Et on va commencer avec le président Macron. Il a donc passé un contrat de confiance avec les Français. Pas de reconfinement, ça va être l'affaire de Julie Graziani. Il s'agit de bien se comporter, de minimiser les risques, éviter de faire flamber les indicateurs. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Il y a une situation épidémique, sanitaire, qui est fragile en France. On n'a pas connu d'explosion de l'épidémie comme on l'a vu chez un certain nombre de nos voisins depuis maintenant plusieurs semaines, parce qu'on a pris des mesures très tôt, parce que les Français ont fait énormément d'efforts. Il y a le développement des variants qui peuvent changer la donne. Et dans ces conditions, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on a encore la possibilité d'éviter un reconfinement dont on connaît l'impact pour les Français en termes économiques, en termes de santé mentale, en termes psychologiques? Et la réponse est oui. On a encore cette possibilité-là. Emmanuel Macron a pris la bonne décision. Il craint la révolte qui monte. 90 secondes pour nous convaincre. Top chrono, Julie Graziani. Oui, alors en dépit des 52% de Français qui considèrent que c'était une mauvaise décision, selon un sondage Harris tout récent, je vais m'employer à vous convaincre que c'était une bonne décision et une bonne décision politique. 4 raisons à cela, Alain, tous. Tout d'abord, le risque d'émeutes, d'opposition, de désobéissance civile qu'on sentait véritablement monter ces derniers jours dans le sillage des mouvements protestataires qui sont apparus aux Pays-Bas, au Danemark, mais pas seulement, au Liban, en Israël. Bon, on voit bien qu'il y a un effet traîné de poudre. En France même, le tweet « Je ne me reconfinerai pas » gardait beaucoup de valeur et était très partagé. Et on a même eu Jean-Luc Mélenchon qui est allé ce week-end de sa proposition d'une fête de la liberté sous couvert de manifestation, dont on a bien compris que le droit de manifester était un peu tordu. Deuxième raison, il aurait fallu donc s'engager dans une répression assez forte et taper sur les catégories les plus durement touchées par le confinement et les fermetures administratives. Restaurateurs qui appelaient à la désobéissance civile pour les réfractaires, théâtre, jeunes également, qui sont les moins enclins à se reconfiner. Troisième raison politique, cette fois beaucoup de sens politique, puisqu'il a fallu comprendre que l'opposition était assez apathique et que le message qui a été donné finalement c'est « je décide en toute indépendance ». Et la quatrième raison, le sous-texte, ça ne vous aura pas échappé, je m'extrais de la dictature sanitaire telle que ça a pu être ainsi qualifié des avis du Conseil scientifique et je prends une vraie décision politique hors sanitaire. Alors les 4 raisons vous paraissent-elles les bonnes? Place au débat. Est-ce qu'il a eu raison, le président Macron? Ludovic Toro, docteur. Gabriel Attal a rajouté quelque chose ce matin. Il a dit « Je ne prendrai aucun risque sanitaire pour nos citoyens ». Là, il prend un risque sanitaire qui est évident. Tous les hospitaliers, tous les médecins, comme je l'ai déjà dit, disent que ça monte. Et c'est pas un plateau, hein, ça c'est une erreur, ça monte constamment. Il a pris cette décision. Je suis pas certain que ça soit juste par rapport à la peur d'un renversement, surtout par une question purement économique qu'il a fait ça. Il veut attendre, il veut traîner, il veut aller jusqu'aux vacances. Je pense que cette décision n'est pas la bonne en termes de pandémie. J'espère que je me trompe. J'espère que tout va descendre et que tout va aller bien. Si des fois il s'était trompé, c'est-à-dire que tous les autres pays autour de nous, la majorité qui a fait... On va le voir quand, ça? Voilà, pardon? On va le voir quand, s'il s'est trompé? Assez rapidement, puisque les mesures qui ont été prises là ne vont rien changer. Le variant monte, on est à 10% en région Île-de-France, ça va continuer à grimper, et là, on est multiplié par 70% par rapport à l'année dernière. Donc, ce que je vous dis là, j'espère qu'il ne s'est pas trompé d'un côté sanitaire.
parce que la note sera très sévère en termes de santé publique, en vous rappelant l'occupation toujours, et j'insiste, des lits de réanimation, des saturations dans les hôpitaux et du report et de la déprogrammation de certaines pathologies. Mais justement, est-ce que vous n'êtes pas rasséréné quand même par les chiffres les plus récents qui montrent que le variant progresse moins vite que ce qui avait pu être attendu? Il y a eu, semble-t-il, 2 modélisations successives qui ont été proposées par le Conseil scientifique, une très pessimiste et l'autre qui disait finalement on arrive à contenir. Et de fait, les lits en réanimation n'augmentent pas. Enfin, pas les lits. 63% d'attention en réa en France ce soir. Enfin, ils n'ont pas atteint le niveau auquel ils craignaient d'être à date. Oui. Ils sont plutôt sur un étiage de fourchette basse. Alors, dans ces circonstances, est-ce qu'on ne se donne pas une dernière cartouche? J'ai fait un calcul du nombre de décès en 2020 liés à la Covid-19. On était à 60 229. Si on continue au rythme qu'on a, d'une façon quotidienne de décès, on atteindra 105 000. Plus de décès prévus pour 2021 que pour 2020. Je reste du côté sanitaire comme médecin. Je dis que la prudence extrême s'impose, qu'aujourd'hui, je comprends que le politique veut se le dégager et la parole gouvernementale du scientifique, bien que quand on en a besoin, il va le chercher. Mais je regrette, je pense qu'il a pris un risque. J'espère que je me trompe et que la PHP se trompe et que ceux qui sont sur le terrain se trompent et qu'il ait fait un bon pari. Si c'est pas le cas, ça va coûter très cher. Claire Lejeune. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est clairement pas le principe de précaution qui a prévalu ici. Ce sur quoi moi je m'interroge, c'est est-ce qu'il avait réellement le choix? Moi, je pense qu'à force de communication erratique, de mauvaise gestion de la crise, en fait, il était arrivé à un moment où effectivement il y a des formes de souffrance. Avant de parler d'émeutes, moi je parlerais de la souffrance immense qui est en train de se créer en termes de santé mentale notamment. Et je vais encore une fois parler des jeunes, mais là on a encore des rapports qui sont tombés. Il y a quelque chose comme 3 sur 10 des jeunes qui aujourd'hui ont des pensées suicidaires. Donc il y a tout ce mal-être qui s'est créé, ça se traduit par des phénomènes de révolte, de formes de désobéissance aux consignes. Donc en fait, même s'il avait voulu faire un confinement, qui nous dit qu'en fait ça aurait eu un effet parce qu'il y a en fait cette défiance maintenant, parce qu'ils ont très très mal géré la manière dont ils communiquaient autour des consignes et la manière dont ils arrivaient pas. C'est pas une crainte de révolte, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. C'est ce côté, moi je conteste le fait que ce soit vraiment un choix. Moi je pense qu'en fait ils étaient, c'est une décision qu'il a prise seul aussi. Et c'est ça qui est... Il était sous la pression des médecins quand même, Macron. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation où aussi l'exercice démocratique s'est graduellement détérioré. Et aujourd'hui, de plus en plus, les décisions se confinent autour d'un cercle extrêmement restreint. Donc il faut y avoir une inquiétude aussi par rapport à ça. Jean-Christophe Buisson, est-ce qu'il y a la révolte qui monte? C'est pour ça que Macron a décidé de prendre passer un contrat avec les Français, en fait? Oui, mais alors justement, c'est ça qui est très important. Poussé par la révolte, la colère, les braises. Mais au fond, son risque est relatif parce que il a accompagné cette annonce d'un tweet en disant maintenant c'est à vous autres Français d'être responsables et tous ensemble on va gagner. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on reconfine dans 8 ou 15 jours, ce sera pas lui qui s'est trompé hier, c'est les Français qui n'ont pas été assez sages, qui se sont mal comportés. Et donc, ils gagnent sur tous les tableaux. C'est-à-dire que si on ne reconfine pas, il avait raison. Et si on reconfine, c'est pas moi, c'est les Français qui se sont mal comportés. Donc c'est pour ça qu'aux 4 arguments qu'apportait Julie, je rajouterais celui de la communication. Comme d'habitude avec Emmanuel Macron, il a fait de la communication dans cette affaire. Et moi, je ne crois pas une seconde qu'on était au bord d'émeutes comme au Liban, à Tripoli, où ils ont brûlé la mairie, ou aux Pays-Bas, ou au Danemark. Je ne crois pas que les Français étaient dans cet état d'esprit. Ils sont dans un état d'esprit très fatigué, très psychologiquement très atteint. Mais je ne pense pas qu'ils ont la force, l'énergie, l'envie. Et surtout, il y a une grande partie de la population qui a très peur. Et là, je rejoins ce que dit le docteur. Il a très peur de ce virus et que finalement, il préfère un confinement à ce côté aléatoire des événements et que finalement le président de la République, ce qui est son rôle aussi, nous protège en agissant ainsi. C'est pour ça que son risque, à mon avis, c'est audacieux. Donc il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de révolte qui couve, non, pas de révolte qui couvre. Il y a quand même beaucoup d'appels à la désobéissance civile. On ne va pas prendre au sérieux Francis Lalanne. Qui va aller manifester avec Francis Lalanne? Mais on voyait bien que dans la réception de l'annonce du reconfinement par la catégorie des jeunes en particulier, c'était très très mal perçu. Et il y aurait eu un risque, à défaut d'émeutes, de détournement des consignes, de brassage, de manifestations. Le rejet n'est pas du fait d'être prudent.
le rejet est celui de consignes auxquelles on ne comprenait plus rien, en fait. Donc la prudence, on l'a, en fait. Même les jeunes, je veux dire. Et il n'y a personne qui est irresponsable par rapport à ça. C'est juste qu'à un moment, la parole présidentielle et la parole du gouvernement a perdu en crédibilité. Du coup, quoi qu'il faisait, quelque part, ça aurait créé plus de confusion. Moi, je suis complètement d'accord sur le côté déresponsabilisation, parce que pendant qu'il fait ça, il déplace la responsabilité sur les individus et il la désaxe du coup du fait qu'aujourd'hui encore, il y a des fermetures de lits en réanimation qui sont prévues dans des hôpitaux aujourd'hui. En même temps, c'est bien ce que vous demandez, de déplacer la responsabilité sur les Français eux-mêmes, sur les jeunes eux-mêmes qui disent nous, on est capable, comme tout le monde, de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. Donc là, on ne peut pas lui reprocher tout est par défaut. Idéalement, on aurait une gestion collective systémique de la crise. Aujourd'hui, le gouvernement a failli sur un certain nombre de points. Il y a une défiance généralisée qui s'est créée. Du coup, forcément, il y a ce report qui se fait, mais c'est par défaut plutôt que par choix. Et quittons un instant le bien fondé sanitaire de la mesure. Est-ce que vous ne trouvez pas que politiquement, le coup est très finement joué? Parce qu'ils mettent l'opposition, qui était quasiment en fin de semaine dernière, à accepter cette idée de reconfinement dans une situation où finalement, ils n'ont eu rien à dire, rien à proposer, et ils jouent à front renversé en disant là, en début de semaine, ah ben c'est peut-être pas plus suffisant. Ils les ont fait tourner en bourrique. Il y a une autre question que je me pose et qui relativise encore, l'audace de cette décision, c'est que le confinement n'est utile, je parle sous votre autorité, que si on vaccine massivement dans le même temps. Donc, à quoi bon? Donc il faut songer au déconfinement. On ne déconfinera que quand il y aura suffisamment... On est en baisse de régime et de vaccination. Donc, plus on confine tôt et on est obligé de déconfiner tard parce que les vaccins ne sont pas prêts, plus c'est catastrophique. Donc effectivement, reporter le début du confinement, parce que moi je ne crois pas une seconde qu'on y échappera, à une date ultérieure quand on aura les moyens et les vaccins suffisants. Après les vacances. Je ne sais pas, mais en tout cas, le plus tard possible, de telle sorte qu'on ait les vaccins pour vacciner en même temps qu'on confine et donc sortir du vaccinement le plus tôt possible pour éviter une catastrophe psychique, sociale, économique et financière. Oui, je suis d'accord avec Julie sur le fait de la décision politique. Ça, c'est clair. D'autant plus qu'on est quand même dans un petit échec de vaccination. Donc, il fallait donner quelque chose un peu de positif. Parce que les annonces qui ont été faites par le Premier ministre... ça ne va pas empêcher la pandémie. Les blocages des frontières, il y a longtemps que le virus est sur place, tout ça. Voilà, c'est un peu... je suis certain que c'est pas ça qui va faire diminuer la progression du nouveau variant qui est sur place, qui est à 10%, qui sera à 15, 20, comme tous les autres pays, d'accord? Il aurait fallu fermer les frontières peut-être un peu plus tôt. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on l'a pris, cette mesure, on aurait dû la prendre il y a un mois. Parce que ce variant, il n'est pas arrivé la semaine dernière, voire un mois, voire avant. On l'a prise maintenant. À mon avis, ça n'aura pas trop d'effet parce que le variant est présent et c'est parti, il y a plus de 70%, ça contamine et ça contamine. Vous avez raison, c'est une décision purement politique, mais moi que je ne peux pas valider d'un point de vue tout simplement de santé publique. Ça, c'est clair. Rien ne me dit aujourd'hui que ce qu'a annoncé ou ce que n'a pas annoncé le président de la République, ça va freiner cette pandémie. La responsabilisation des Français, pour moi, c'est bon. Ils sont responsables depuis le début. Il faut arrêter de dire, un coup ils sont gentils, un coup ils sont pas gentils. Il faut arrêter. Celui qui décide, c'est le président de la République. Et souvent, d'une façon assez solitaire. Alors on va voir justement ce que vous avez pensé de la discussion, ou plutôt des arguments déployés par Julie Graziani, si elle vous a convaincu tout simplement. Emmanuel Macron craint la révolte qui monte, c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Convaincu ou pas, Ludovic Toro, vert ou rouge? Rouge. 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 Rouge pour le docteur Toro. Oui, rouge sanitairement, je ne peux pas valider cela. C'est une décision politique qui s'appuie sur rien de sanitaire et en rien sur ce que les cris d'alerte à la fois des soignants qui sont sur place, allez les voir quand même. Ouais. Le fait qu'on va déprogrammer bientôt, stop, il ne faut plus remplir les hôpitaux avec que du Covid. Donc s'il y a un cri qu'il aurait dû entendre, c'est celui des soignants et pas celui de quelques restaurateurs ou excités. C'est pour ça qu'on n'élira peut-être pas un médecin à la présidence de la République. Eh ben, allons-y, il me reste pas d'ambition en la matière, j'espère. Non, mais je vous prendrai comme ministre. Vous voulez quoi comme ministère? Choisissez, je vous dis. La santé, bien Jean-Christophe Buisson, convaincu ou pas? Disons qu'il y a 3 arguments sur 4 qui me convainquent, donc je vote... Vous votez vert? Je vote vert. Convaincu par ce qu'a dit Julie Graziani. Claire Lejeune? Pas convaincu ou convaincu? Si, convaincu sur le plan de la pure stratégie et de la communication politique. Pas forcément convaincu sur le fond politique de la décision. Donc convaincu. Convaincu, mais dans un sens particulier du coup. Donc vert. Convaincu par ce qu'a dit Julie Graziani. Macron craint la révolte qui monte et c'est pour ça qu'il a décidé de ne pas
confinés. Depuis les débats, on va passer à Jean-Christophe Buisson, depuis les débats lancés notamment en 2020 par le mouvement Black Lives Matter, on voit aujourd'hui aux États-Unis un vrai mouvement qui s'enclenche avec des statues d'anciennes personnalités, et pas des moindres, esclavagistes, c'est comme ça qu'elles sont présentées, déboulonnées à San Francisco. Notamment, le conseil scolaire a décidé de débaptiser 44 écoles, et notamment des écoles qui avaient le nom d'Abraham Lincoln, des noms comme celui de Thomas Jefferson. Mais on leur reproche leur attitude soit pendant la guerre de sécession, soit vis-à-vis de l'esclavage, soit vis-à-vis des Indiens, comme par exemple Abraham Lincoln, qui certes abolit l'esclavage, mais si on a débaptisé une école, c'est parce qu'il avait fait fusiller notamment 38 Sioux en 1862. Alors, stop à ces mouvements, c'est ce que dit Jean-Christophe Buisson. C'est maintenant à lui de nous convaincre que débaptiser les écoles, c'est une véritable folie. Vous avez 90 secondes. Oui, vous vous souvenez qu'au printemps dernier, une folie iconoclaste s'est emparée en France de certains individus qui, effectivement, voulaient déboulonner les statues de grandes figures de notre histoire de France qui ne correspondent plus aux normes contemporaines de la morale du XXIe siècle. Et effectivement, cela faisait suite au mouvement Black Lives Matter qui lui-même voulait effacer non seulement les traces de l'Amérique sudiste, esclavagiste et confédérée, mais aussi de l'Amérique raciste et même de l'Amérique blanche, tout simplement. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un cap a été franchi avec ce qui s'est passé à San Francisco la semaine dernière, avec cette décision de débaptiser 44 écoles, parce que là, il ne s'agit pas d'horribles esclavagistes ou du général Lee ou de quelques figures racistes de l'Amérique, mais effectivement des figures comme Jefferson, comme Washington, comme Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, qui est supposément raciste, comme Theodore Roosevelt parce qu'il était chasseur, comme Franklin Roosevelt parce qu'il a fait enfermer des Japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou comme Lincoln, effectivement, qui a quand même aboli l'esclavage, qui n'est pas rien. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a une tâche dans sa vie, pof, il faut éliminer, à tel point que un certain nombre de personnes ont dit appelons les écoles par des numéros, comme ça ne blessera personne. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que la propension en France à importer des États-Unis des débats intellectuels fous. Regardez, aujourd'hui, on enseigne le genderisme, l'indigénisme, le décolonialisme à Sciences Po, à l'université publique française. Eh bien, j'ai peur qu'un jour, on se réveille en disant que quelqu'un, en tout cas, s'empare de ce sujet en France, en disant De Gaulle, il a abandonné les harkis. Eh bien, Marie Curie, elle a travaillé sur l'atome, donc elle a inventé la bombe atomique. Eh bien, Clémenceau, il a fait tirer sur des mineurs. Eh bien, Louis le Grand, Louis XIV, a révoqué l'édit de Nantes. Et qu'on décide de débaptiser toutes les écoles françaises qui portent le nom de personnalités qui ont une petite tâche dans leur existence, en faisant abstraction de toute leur grandeur. Alors, est-ce que c'est une folie? Il a fait ses 90 secondes, développer ses arguments. Claire Lejeune. Non, pas du tout convaincu. Je pense que déjà qualifier un débat intellectuel de folie, c'est déjà avoir un parti pris assez particulier. Moi, je pense que la mémoire, c'est un travail démocratique qui aujourd'hui n'est pas assez accompli, pas assez pris en charge, d'où ces situations de conflit avec des accusations réciproques de censure sur le fait de déboulonner une statue qui peut être interprétée comme une forme de censure, mais le fait de maintenir à tout prix et sans débat, sans discussion, sans accepter l'ouverture, et c'est aussi une forme de censure quelque part. Donc je pense que ce que ces mouvements interrogent, c'est effectivement la place de certaines personnes, de personnalités, dans l'espace public. C'est eux qui ne veulent pas de débat en déboulonnant d'office. Ce sont bien eux qui effacent toutes nos... Mais là, il y a eu un vote aux États-Unis. Il y a eu un vote. À chaque fois un vote des parents, un vote des enseignants, un vote des enfants. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que là, on prend... Oulala, ils ont effacé le nom de tel nombre d'écoles où ils ont déboulonné tel statut, mais c'est l'aboutissement d'un processus, parfois, qui est du travail d'une communauté autour d'une mémoire. Et ça, le nier, c'est assez problématique aussi. Donc je pense qu'on est dans des sociétés où on a besoin de faire ce travail de mémoire, et des attitudes comme celle de Macron ou de Castex, qui a eu en novembre 2020 des propos sur la colonisation, comme quoi il ne faudrait pas non plus s'excuser de la colonisation ou autre. Et l'attitude de Macron qui a dit on n'effacera rien de nos mémoires, c'est des postures de fermeture qui ne nous feront pas avancer. Mais pardon, mais où est-ce que vous mettez le curseur? Quand je vous dis De Gaulle a abandonné les harkis, quand Robespierre, un lycée Robespierre, vous en faites quoi? Vous dites Robespierre, il est à l'origine de la terreur, des exécutions, de la guillotine, donc on supprime son nom? Le débat, est-ce pas celui du... Si, le débat, c'est est-ce qu'on débaptise d'office ou est-ce qu'on... Non, le débat est celui de comment on organise une discussion démocratique collective autour de notre et dont on accepte ensuite, le vote, si vote il y a, comme ça s'est passé aux États-Unis. Les parents des élèves, ils sont historiens, ces gens-là? Si tant est que ce soit une discussion démocratique collective, c'est-à-dire obéissant au principe de la loyauté, du débat contradictoire et de l'échange des idées,
dans des conditions normales. C'est pas ce que font ces groupes, Claire. Ce sont des groupes militants qui procèdent par voie d'intimidation, qui lâchent des raids numériques sur les gens, qui obligent ceux qui auraient un avis jugé divergent ou pas conforme à leur vision des choses à démissionner, qui leur font perdre leur emploi. Enfin, on n'est pas du tout avec ces gens-là dans le cadre du débat démocratique. Ce qu'il faut voir, c'est que leur histoire, leur place dans l'espace public, leur place dans l'espace politique, elle a été invisibilisée pendant des décennies. Donc il y a un côté, il y a une violence qui s'est accomplie pendant des décennies, et aujourd'hui, peut-être que ça prend des formes excessives. Ah bah oui. Mais oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas chercher une voie médiane, il faut pas chercher une voie de discussion, je le répète, démocratique et apaisée, pour trouver une manière de réconcilier ces mémoires. Voilà. Oui. Mais je veux dire, les postures de fermeture d'une part et d'autre ne vont pas du tout nous faire avancer. Je veux bien qu'on parle de mémoire, de passé, mais ça veut dire qu'on fait rien dans le présent. Quand on est chercher dans le passé ce qui s'est passé ou pas passé, moi je sais que j'ai dans ma ville une statue du général de Gaulle, en effet elle a été vandalisée, d'accord, et on trouvera toujours chez quelqu'un quelque chose de négatif. Mais dans ces cas-là on va aller plus loin. Alors les livres d'histoire qu'on donne à nos enfants, il va leur enlever plein de personnes. Vous croyez que Napoléon il n'a pas fait des massacres non plus ? Mais encore une fois, vous prenez le débat comme s'il avait déjà été accompli, déjà été tranché. Non, mais quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, je veux dire, ou pour acheter peut-être une paix, parce que là, on achète la paix sociale, mais on règle en rien le problème. C'est-à-dire qu'on va dire, celui-là a fait un peu de mal, on va l'enlever, on va remettre par un numéro ou quelque chose, d'accord ? À l'époque, les gens qui étaient sur place, à l'époque, donc il y a quelques années, dizaines, centaines d'années, ont jugé que. Maintenant, nous, on a des problèmes qui sont arrivés dans notre société et on va se dire, allez, il faut détruire ça. Mais détruire le passé ne construit pas le présent ni le futur. Vaut mieux qu'on discute ensemble comment construire le présent et le futur pour dire, allez, on va tout attendez. Non, mais est-ce que ça enlève Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ou George Washington des livres d'histoire ? Non, ils sont là. En revanche, ce que disent ses parents, c'est simplement, pendant longtemps, l'histoire ou le roman national n'a été raconté que d'une manière. C'est-à-dire qu'on occultait de ces personnages qui sont fondateurs, parce qu'on parle des États-Unis, de la société américaine, on ne les racontait que par un biais de l'histoire. Eh bien aujourd'hui, est-ce qu'on peut simplement montrer qu'ils étaient personnages à facettes multiples, qu'ils n'étaient pas... Comme tout le monde. Voilà. Non, mais si tout le monde. Donc si tout le monde est à facettes multiples, il faut à ce moment-là accepter qu'on déboulonne l'histoire. L'histoire n'est pas quelque chose de figé. Il faut accepter à ce moment-là qu'on le descende du piédestal et qu'on dise, écoutez, finalement, dans cette école qui est pluriethnique, multiethnique, on déboulonne, on enlève le nom peut-être. On va prendre qui un jury. Ça n'enlève pas leur place dans les livres d'histoire. On réexamine. Tiens, je vous pose une question. Est-ce qu'on débaptise la bibliothèque François Mitterrand ? Non, pourquoi on la débaptiserait ? La Francisque, mais même c'est une vraie tâche. La Francisque, c'est une vraie tâche. François Mitterrand, attendez, François Mitterrand qui, pendant la guerre d'Algérie, a donné son feu vert pour faire exécuter bon nombre de personnes, pourquoi est-ce qu'on ne débaptiserait pas des rues ? Ça n'a pas de fin. C'est un débat sans fin. Mais simplement, ça permet de retravailler et de revoir l'histoire. Non, parce que les groupes qui sont à l'origine de ça n'aura jamais de fin, parce que quand on voudra baptiser une école Barack Obama, qui est quand même une figure, et bien on trouvera que Barack Obama, il n'a pas fermé Guantanamo, il a gardé des troupes en Afghanistan, on trouvera toujours un petit détail qui ne va pas. C'est pour ça qu'à New York, les écoles s'appellent avec des initiales PS1, PS2, Public School, comme ça ne blesse personne. Alors si c'est ça maintenant, l'école, c'est avec des noms comme ça, Victor Hugo, on va trouver qu'il est misogyne, enfin je dis c'est sans... Mais je pense qu'on est dans une période qui a vraiment besoin d'équilibre. Et en fait, dire qu'en fait, il n'y a pas de choix entre le statu quo absolu et le fait de réouvrir le débat et d'être sur une pente absolument glissante où on débaptiserait tout, je pense qu'on peut trouver une manière d'avoir un débat. Si c'est vous qui êtes à l'origine du débat, je suis d'accord. Mais les gens qui sont à l'origine de ces débats-là, en ce moment, c'est pas du tout le même genre que vous. C'est du genre à tout raser. Du passé, faisons table rase. On connaît cette chanson et on sait où elle aboutit. Si on en est à déboulonner Abraham Lincoln, qui a quand même lutté pour l'abolition de l'esclavage au point de mener une guerre civile dure et d'être assassiné pour ses idées, c'est déjà qu'on est légitime à s'inquiéter de où ça peut aller. On va dépasser Lincoln parce que effectivement. Mais en fait, la bêtise dans tout ça, parce qu'en fait, c'est une idée qui est très bête, parce qu'elle dit, non pas la vôtre, Claire, bien sûr, je veux dire celle des groupes militants. Celle qui dénonçait ce soir, Jean-Christophe Buisson. Tout à fait. C'est de considérer que parce qu'on met une statue ou qu'on baptise un établissement public, on donne un blanc-seing à la personne. Mais c'est pas du tout ça que ça veut dire. Quand on met son nom au fronton d'une école... Mais non, ça veut dire... C'est un hommage. Et quand dans les livres d'histoire, on n'est que sur un aspect
une trajectoire de cette personne, il faut quand même reconnaître qu'à un moment, on peut dire, écoutez, c'était une personnalité multiple, voilà ce qu'il a fait de bien. Et puis voilà aussi ce qu'était cette personnalité, ses travers ou ses erreurs. Alors, 1000 fois d'accord. Voilà. Je suis la première à me plaindre de la manière dont la Révolution française est romancée dans les livres d'histoire, sans aucune considération pour la terreur, les massacres de Vendée, etc. Donc, je vous dirais pas le contraire, j'ai aussi ma mémoire singulière. Mais c'est une chose que d'apporter de la nuance et de dire justement, même s'il y a eu un grand homme, au sens où il a fait des grandes réalisations, au sens où il a fait avancer l'histoire, ça pouvait être un type vraiment pas bien par certains côtés. Là, on est dans la nuance, et c'en est une autre que de dire allez, on les retire tous, on les efface. C'est quelque chose qui est de l'ordre, en effet, du totalitarisme, en fait. On efface, on veut plus qu'ils apparaissent dans l'espace public, c'est très différent. Qui ne correspond pas aux normes contemporaines. Le fait de dire on ne changera et on n'effacera rien de notre histoire. Mais j'ai pas dit ça. En disant non, mais là je reprends. Mais je veux bien qu'on discute, par exemple, le lycée Bugeaud, qui est le combat d'un confrère. Moi, je veux bien qu'on discute. C'est aussi un peu extrême. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le fait de pas de forcément de déboulonner les statues, mais de faire de la place dans notre histoire à d'autres figures, à un moment où en fait il y a 97% des rues en France qui sont avec des noms d'hommes. Donc il y a également ces questions-là. C'est faire de la place à une histoire plus polyphonique et qui me paraît plus appropriée à ce que notre société aujourd'hui. C'est un autre sujet parce que pendant des siècles, la femme n'avait pas effectivement la place qu'elle mérite, je suis bien d'accord, mais factuellement, la femme n'avait pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de femmes d'État, on a Marie-Thérèse, on a Catherine II, etc. Donc vous n'allez pas inventer des femmes d'État qui n'ont pas existé pour faire plaisir à pariser des numéros de rue. Ludovic Toro. Il faut bien faire un bilan féministe. Il y a plein de femmes qui ont été justement invisibilisées par l'histoire et dont les trajectoires personnelles sont absolument admirables. Sauf qu'on ne les connaît pas parce qu'elles ne sont pas enseignées, parce qu'elles ne sont pas... Ludovic Toro. On n'a aucune rue avec leur nom. N'oubliez pas, quand on met un nom, c'est pas trop la personne qu'on met, c'est son action positive qu'elle a fait. C'est l'action qu'elle a fait, c'est-à-dire c'est plus ce qu'il a représenté en bien et pas ce qu'il a représenté en mal. Et je vous le dis, je sais pas, il y a toujours du bien et du mal chez les personnes. On va toujours trouver un peu de mal chez quelqu'un. On va trouver un écrivain qui était pédophile, donc on va le virer complètement. Écoutez, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait trouver qui ferait qu'on ferait une censure. Mais où on met le curseur et qui ? Qui aura le droit de décider si celui-là est bien ou pas bien et mérite d'avoir une statue ou une rue ? Qui ? On y va pour le verdict. Il a provoqué une belle discussion, Jean-Christophe Buisson. Et on va voir maintenant ce qui récolte comme rouge et comme vert. Claire Lejeune, assez de cette folie de débaptiser les écoles ? Pas du tout convaincue, je pense que vous vous en doutez. Moi, je pense qu'il faut éviter à la fois l'écueil de la table rase du passé et l'écueil du statu quo absolu. Une fois encore, la mémoire d'un pays, d'une communauté, c'est un travail démocratique sans cesse à réouvrir, à réinterroger. Et c'est qu'en prenant cette voie-là qu'on va arriver à créer une mémoire partagée. Julie Graziani. Alors moi, je suis tellement d'accord avec Jean-Christophe. Je lui mets un verre, c'est même pas un verre, c'est un verre émeraude, c'est un verre turquoise. Mettez-en deux. Elle n'a jamais fait ça. C'est ça. Non, parce que je trouve on est vraiment dans un projet aux racines totalitaires qui pense qu'en remplaçant des bonnes personnes par des mauvaises personnes, on va faire progresser la société en bien et qui oublie que la ligne de partage entre le bien et le mal passe à l'intérieur du cœur de chaque homme. Docteur Toro. Oui, bien sûr. Pour être arrivé, je vous mets aussi un verre, un bon verre, parce qu'on a autre chose à faire qu'essayer de choisir qui est bon et qui est mauvais. Et entre vous et moi, je ne sais pas qui est capable de faire ça et de quel droit. Troisième débat, la parole Docteur Toro qui veut libérer les vaccins, leurs brevets, monter ainsi des chaînes de production, produire davantage en France, en Europe. Mais ce n'est pas si simple quand on écoute un économiste de la santé, Frédéric Bizard. Il faut bien voir que vous avez la production d'ARN messager, ça peut se faire sous licence. Mais après, vous avez la formulation vaccinale qui, elle, contient des secrets professionnels. C'est un peu la cuisine que se font les laboratoires. Et ça, c'est du secret professionnel, c'est pas brevetable. Donc à partir de là, c'est très compliqué de mettre plusieurs producteurs sur un produit qui n'est pas brevetable. C'est compliqué, pourtant le 1er mai dernier, on entendait l'Europe appeler de ses voeux, justement, en pleine crise Covid, encore, à ce que ça devienne un bien européen, un bien mondial. Voilà ce qui était dit par la Commission et les conseils européens. Si nous arrivons à développer un vaccin produit par le monde entier, pour le monde entier, il s'agira alors d'un bien public mondial unique du XXIe siècle. Avec la suite, avec nos partenaires, nous nous engageons à le rendre disponible, accessible et abordable à tous. Ça c'est un vieux pieux, c'est un souhait. On n'y est pas et on le voit bien, chacun produit. Pourtant, il faut rendre les brevets gratuits. 90 secondes pour convaincre. Docteur Toro.
Pas les brevets gratuits, il faut acheter les brevets. Il y a toujours eu des pandémies, hein. Depuis le début, à l'Antiquité, il y avait la peste, il y avait tout ça. Sauf que depuis 50 ans, ça s'accélère. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, il y a le Covid, il y a eu l'HIV, il y a eu l'Ebola, il y a eu le H1N1. Tout simplement parce que le virus, il faut un vecteur et c'est l'humain. Et depuis 50 ans, on bouge beaucoup plus. Donc forcément, le virus est content, il monte, il arrive partout. Donc on sera tous touchés. Quand le virus arrive, il y a deux possibilités. Soit on a un vaccin, soit on a un médicament, un antiviral, comme on a actuellement pour le VIH. On a un vaccin, on est sauvé. Eh ben non, on n'est pas sauvé. C'est ça le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, on a fait... Et je remercie vraiment les laboratoires, parce que je vous rappelle que ce n'est pas des démarches qui sont, je dirais, nationales. C'est les laboratoires privés. Parce que s'ils n'étaient pas là, je pouvais dire qu'on n'aurait pas eu de vaccin avant très très longtemps, d'accord ? Merci à eux, et ils ont mis ça. Sauf qu'ils ne peuvent pas livrer tout le monde. Sauf qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Que c'est une pandémie mondiale, et pas seulement française ni allemande. Elle est mondiale. Donc, ils ne peuvent pas, on se rend bien compte qu'ils ne pourront pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réfléchir. Il faut que toute personne qui puisse se faire vacciner, et surtout qu'on doit vacciner, qui puisse y accéder. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La seule solution, d'accord ? Non pas qu'ils nous le donnent gratuitement, parce que gratuitement, ça veut dire que les labos arrêtent de travailler, et vous n'aurez plus jamais personne qui t'ouvrira. Parce qu'il y aura d'autres pandémies qui vont arriver, c'est la vie et c'est comme ça. Mais d'autre part, il y a aussi tous les pays qui n'auront pas accès au vaccin, où le virus sera encore là, et là, il risque d'avoir des variants qui vont revenir alors qu'on aura enlevé. C'est un débat qui est mondial, il faut racheter aux laboratoires qui ont fait un boulot exceptionnel, les pays qui ne l'ont pas fait, comme la France, et mettre des chaînes de production. Des chaînes de production. D'accord. Alors, d'accord avec ça. Place au débat. Est-ce qu'il faut acheter les brevets, produire ? Jean-Christophe Buisson. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée que, par exemple, l'Union européenne achète massivement les brevets. Après tout, on déverse de l'argent, des centaines de milliards depuis quelques mois pour sauver les économies. Il y a un autre système qui avait été envisagé, qui est le système des licences obligatoires, que l'Afrique du Sud et l'Inde utilisent, c'est-à-dire qu'ils utilisent effectivement des brevets de laboratoires en cas de risque de santé publique très détérioré. Ils ont le droit d'utiliser des brevets temporairement. Les laboratoires ferment les yeux sur l'exclusivité du monopole de la production de brevets pour aider des pays, notamment des pays du Sud, des pays Et ça voudrait dire quand même qu'on est dans cette situation qui est assez dramatique, mais c'est quelque chose qui est envisageable et qui effectivement ne fait pas en sorte que les laboratoires perdent leur culotte, parce que c'est ça le danger, c'est que les laboratoires, ils ont besoin de vendre leur vaccin pour développer leur recherche et développement, ce que ne fait plus Sanofi pour d'autres raisons dont on a parlé. Donc on peut pas comme ça le rendre gratuit. Mais effectivement, si c'est que les États se concertent et fassent un peu d'Europe, pour une fois, puisque l'Union européenne s'est supposée faire ça, achètent en masse, ou fassent des licences obligatoires, comme dans les pays du Sud, pour permettre temporairement de subvenir aux besoins de vaccins, je vois pas comment on peut raisonnablement s'y opposer. N'oubliez pas, c'est une pandémie mondiale, et aujourd'hui, seulement 11% des pays ont commandé 60% des vaccins. Vous voyez un peu le balancement. Et une fois qu'on aura réglé ça... Oui, mais ces 11% des pays sont ceux qui sont le plus touchés oui, mais les autres seront touchés. Et qui en ont le plus besoin. Les autres seront touchés. Et qui font même tourner la planète au niveau de l'économie. Mais la seule question qu'on pourrait se poser, est-ce que si on fait ça, les laboratoires vont arrêter de travailler ? Je pense que là, ils se sont fait beaucoup d'argent. Ils en font beaucoup, beaucoup. On peut leur assurer, et comme l'Europe, qu'on dit quoi qu'il en coûte. Il y a bien une phrase qui dit quoi qu'il en coûte. Et quoi qu'il en coûte, c'est plus vite on aura vacciné, moins ça nous coûtera. Et c'est ça que je ne trouve pas, ça coûte très cher. Donc là, en effet, il faut lâcher des billets pour acheter cette licence ou ce brevet et mettre des chaînes. Et comme ça, on arrêterait quoi qu'il en coûte au niveau sociétal, quoi qu'il en coûte au niveau psychologique, quoi qu'il en coûte au niveau santé. Julie Graziani. Je pars avec un a priori favorable sur l'idée, mais je me heurte à des difficultés pratiques que je voudrais vous soumettre. Comment on fixe le prix d'achat ? Parce qu'il faut tenir compte donc du coût de la recherche et développement, et j'imagine que dans les laboratoires, le coût de la recherche et développement, c'est pas facile de le ventiler sur tel ou tel produit. Vous cherchez beaucoup de choses à la fois, et puis hop, il y en a une que vous trouvez d'un coup. Donc là, il y a un peu une comptabilité analytique un peu fine à faire. Est-ce que avec ces achats par des pouvoirs publics, vous ne risquez pas aussi de créer des polémiques sans fin sur le thème les cadeaux des laboratoires octroyés par les États, la collusion État-laboratoire, parce que vous voyez, c'est le gouvernement qui achète aux laboratoires, etc. Et je sens bien les gros titres sur ce thème-là. Et ce, quel que soit le prix. Tout à fait, Alain, et ce, quel que soit les prix, ça sera toujours trop cher. Oui. Du point de vue de l'opinion, oui, ça sera toujours trop cher. Et ma deuxième inquiétude, c'est en fait, est-ce que ça ne nous emmène pas vers une dissociation
des laboratoires qui se réserveraient les fonctions de recherche et développement, tandis que la production, la fabrication des médicaments elle-même leur serait en fait retirée, puisqu'en fait l'idée vient de ce qu'ils n'ont pas les capacités de production pour produire, ou alors retirée ou mutualisée. Et donc là encore, est-ce qu'il n'y a pas un continuum entre recherche et production qui serait pas sain de rompre? Vous avez vu la réalité et l'échec de ce qui s'est passé en France, je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de vaccins en France alors qu'on est le pays de Pasteur. Mais je passe du prix. De toute façon, on a négocié un prix sur l'achat des doses, on peut négocier un prix sur l'achat du brevet. Là, il y a vraiment une urgence. Il y aura d'autres pandémies qui vont arriver. Si on gère comme on a géré là, avec des retards à 2, 3, 4, 5, 6 mois, donc il faut trouver un système pour, en effet, que les laboratoires aient de l'argent pour continuer à nous sauver, parce que très clairement, au niveau de l'État, il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Les chercheurs sont partis dans des laboratoires parce qu'on leur donne plus d'argent. Mais voilà, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est que si un autre virus arrive aujourd'hui, il ne faut pas fonctionner comme ça. Il faut vite avoir la possibilité de donner la possibilité, tout simplement, sur les chaînes de fabrication, comme vous disiez, de faire ce vaccin et de vacciner rapidement. Si on le fait, on perdrait encore 4 ou 5 mois le temps de racheter la licence, de la donner à un laboratoire, à la chaîne de production qui assimile ensuite. Parce que j'imagine que les labos, ils vont pas faire cadeau du savoir-faire en disant voilà les gars, tenez, en plus on vous donne le mode d'emploi, et puis allez-y, roulez. Vous avez raison. On bosse, on vous donne notre technologie, et vous pensez que Pfizer, ils vont donner la technologie, tout ce qu'il faut sur l'ARN? Pfizer, Taureau. Non, Taureau. Non, mais je vous réponds. Vous êtes naïf, Taureau. Non, moi, s'en fout. Pfizer. De donner la deuxième. Oh, je t'ai trompé. Pfizer. C'est ballot, là, la conclusion. Vit sur quoi? L'argent. Et les États. Sans les États et l'argent, Pfizer n'existe pas. L'État est là et l'argent, on le mettra. Parce que c'est des vies qu'on a à sauver. Et pas seulement des vies, c'est une pandémie mondiale, je vous le répète encore. Et si on fait abstraction des pays, il y aura encore une mutation. Mais je regrette, on paye des vaccins, on peut payer aussi des brevets. Et même si vous me dites que c'est pas pour cette fois, la fois prochaine, rien me dit que les promesses que viennent de nous faire Pfizer, Moderna et Astra sont pas que des promesses comme ils ont fait il y a 3 mois. Pour l'instant, j'ai aucun calendrier en termes de livraison. Claire Lejeune. Ouais, je pense que ce qu'on oublie aussi, c'est que les labos, ils n'ont pas bossé tout seuls. Ils ont bossé aussi avec de l'argent public. C'est-à-dire qu'on parlait de Sanofi, qui là supprime 400 postes dans le domaine de la recherche et du développement. Ils ont bénéficié quand même du crédit impôt recherche de manière massive. Et là, ils ont fait 9,5 milliards de chiffre d'affaires. Ils en reversent 4 milliards de dividendes. Donc, il y a un moment, il y a aussi une responsabilité des laboratoires qui doit prévaloir. Et en mars 2020, Macron disait qu'il y avait des services qui devaient sortir des lois du marché. Et bien là, on est typiquement sur le genre de situation où il faut qu'on sorte effectivement la logique de distribution et de vaccination des lois du marché, parce que c'est une question de santé publique mondiale. Et je suis complètement d'accord sur le fait que si on ne résout pas cette question des inégalités d'accès aux vaccins, en fait, on va vers encore, je ne sais pas, 10 ans de rebond dans la pandémie, parce qu'il y a des variants qui vont se développer ici et là et circuler. Et on voit déjà ces inégalités à l'échelle de la France. Du privé contre le public, c'est une vraie d'efficacité. Aujourd'hui, où est la recherche? Dans les laboratoires. Ça, on le sait très bien. Et donc, ils ont fait, d'ailleurs, c'est ces laboratoires. Donc, en réalité, comment on fait pour récupérer rapidement quelque chose pour être efficace au point de vue local? Tout simplement. Si vous avez d'autres solutions à me proposer pour être plus efficace, je suis preneur, mais j'en vois pas d'autres. Parce qu'aujourd'hui, je pense pas que ces 3 laboratoires, d'accord, en rappelant qu'Astra sera en dessous de 65 ans, pourra couvrir toute la terre entière. Non, mais c'est pour ça que des pays, y compris au sein de l'Union européenne, font appel à des vaccins russes, chinois, d'autres pays ne jouent pas du tout la carte de la solidarité de l'Union européenne, puisqu'elle ne joue pas le jeu, ils vont chercher ailleurs. On n'est pas sûr de l'efficacité, mais la Serbie aujourd'hui, ils sont en train de vacciner comme des fous avec un vaccin chinois. Et ils avancent, pendant que nous, on est à regarder, à calculer, à savoir si on prend les Anglais, mais non, les Anglais nous l'ont piqué, les Américains, le Russe, oulala, faut se méfier, ça va nous rendre russophiles. Oui, mais c'est un peu facile. C'est un peu facile pour un État ou pour l'Europe à ce moment-là de laisser travailler les labos, plutôt que de reconnaître que l'État français lui-même s'est planté en choisissant. On n'a pas axé nos recherches sur l'ARN. Les Américains ont misé sur des start-up avec un Français à sa tête, Moderna. Donc, il vaut mieux, on laisse bosser les autres et puis à un moment, on sort le canet de chèque parce qu'au final, c'est quand même le contribuable qui va payer, mon cher Ludovic Toro. Donc, je préférerais plutôt qu'on ait un État stratège qui fixe sur quoi on travaille. C'est vrai qu'on l'avait oublié. C'est un rêve. Vous voyez, plutôt qu'ensuite d'arriver, de dire attendez, on a le carnet de chèques, c'est le contribuable qui paye, on vous doit combien? 600 millions, ok, vous voyez. Et puis n'oubliez pas de nous donner le petit alinéa et qu'on mette ça ensuite sur les chaînes de production. On est bon pour flaconner, acheter et flaconner, quoi qu'il en coûte. Non, je vais vous dire. En commercial de la négociation, vous êtes parfait. Alors, je vais vous dire, il faudra mettre de l'argent.
très rapidement dans nos hôpitaux, dans toutes les recherches. Et ça, on n'est pas prêt de les mettre. Alors, soit on vit Mais dans un monde de surtout sur les bons créneaux de recherche. Mais ils ne mettent pas, il n'y a rien. La preuve, c'est 12 échecs. Oui, mais alors, Mais oui. les États qui n'auront pas assez d'argent, ceux qui seront en déficit chronique depuis 40 ans, qui auront une dette qui dépasse les 122% du PIB, ça vous rappelle quelqu'un, comment ils feront, eux, un moment pour payer et pour faire le chèque? Non, mais c'est bien pour ça qu'il faut... Attendez, il y a bien l'OMS, il y a bien l'Europe. Ils ne peuvent pas décider d'une façon globale de dire comment on fait pour que tous nos citoyens puissent avoir ce vaccin. On serait en 2020 sans vaccin, je comprendrais, mais on a un vaccin. Et les gens ne peuvent pas y accéder. Il faut trouver une solution. Et pas une solution dans 20 ou 30 ans et un marathon. C'est un sprint, c'est maintenant. Toute la question, c'est de trouver la formule qui va nous permettre de maintenir l'incitation à développer rapidement les produits et puis après d'être sur des modèles qui soient de l'ordre de la coopération. Parce qu'on ne peut pas raisonner en mode l'État français a fait des erreurs, du coup on paie les pots cassés. C'est une question, notre manière de... L'après-Covid au niveau sanitaire sera primordial. Si on ne tire pas des leçons de comment a été gérée cette crise, et vous voyez l'état de nos hôpitaux, l'état des soignants, l'état de la vaccination. Si on ne tire pas des conclusions, mais pas par un Grenelle ou quelque chose, par des faits et par de l'argent, on sera confronté dans quelques années au même problème. Eh ben, on va voir si Ludovic Toro a développé tous les arguments qu'il fallait. Le docteur Toro, s'il a convaincu notre auguste assemblée. Alors, est-ce qu'on achète les licences et on produit nous-mêmes? Julie Graziani. Oui, alors je donne un verre, mais j'assortis ce verre de 2 garde-fous. D'abord, il faut une déontologie parfaite des décideurs politiques au moment où ils vont passer les commandes. Il faut qu'il n'y ait aucun élément qui puisse laisser soupçonner quelque manque d'indépendance que ce soit. Et le deuxième garde-fou, c'est que il faut veiller en effet à être un État prospère et avoir de quoi se payer ses brevets. Donc je ne sais pas au bout du compte si ça résoudra le problème des États pauvres. Mais un verre pour l'intention, tout du moins. Un verre pour l'intention. Mais un verre, vous savez, parce que je trouve ça disruptif. Oui, non, c'est un verre. Pourquoi vous mettez pour... J'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec moi, mais vous n'avez pas le droit d'influencer le vote. Claire Lejeune. Oui, plutôt d'accord, parce qu'il faut qu'on soit sur une logique de bien commun, de la même manière que pour la santé en général, il faut qu'on sorte d'une logique de marchandisation et qu'on entre vraiment dans une dynamique de coopération européenne et globale, et que ce que vous proposez là, ça paraît aller dans ce sens-là. Jean-Christophe Buisson. Oui, moi, dès le début, je suis tout à fait favorable parce que au moins l'Union européenne existe au moins par ce biais-là et achète des brevets et fasse ce système qui existe, encore une fois, des licences obligatoires qui permettent, y compris de faire des génériques après, et qui permettraient effectivement d'avoir une stratégie sanitaire européenne enfin. Le coup du chapeau donc pour Ludovic Toro, 1 et 2 et 3-0. Il a ses 3 verres ce soir, le docteur Toro. Alors on va parler environnement et c'est la parole maintenant à Claire Lejeune. Un rapport de plus alarmant sur le climat. Mais alors là, ce n'est pas par un grand organisme international, c'est Météo France. Météo France qui nous dit qu'on devrait avoir 2 mois de canicule à 50 degrés d'ici l'été 2100. Notre climat va considérablement se dégrader. Météo France peut même le cibler région par région. Il est donc temps d'agir. C'est ce qu'avait promis le président de la République. Il avait dit aux jeunes lors de sa visite à Saclay. On réécoute le chef de l'État. On doit se souvenir de ce que notre jeunesse a apporté au pays dans ce moment. Et donc, en investissant sur notre avenir et donc le vôtre, les métiers d'avenir, la réponse, c'en est fait au changement climatique et aux grands risques qui sont devant nous, parce qu'on aura d'autres crises. 2, en ayant une préférence, si je puis dire, en tout cas en tenant en compte le choix jeunesse à chaque fois dans les grands choix de la nation, et en essayant de vous laisser un fardeau un peu moins grand, parce que sans sortie de crise, on ne peut pas vous laisser la dette Covid et la dette climatique. Donc il faut qu'on apporte très vite les réponses pour que votre génération puisse repartir avec toutes ses chances. L'urgence du virage écologique, le Covid et maintenant le rapport de Météo France. Il est temps d'agir. 90 secondes pour nous convaincre. Claire Lejeune, top chrono. Oui, la Covid, jusque-là, ça a été une occasion assez manquée, en fait, pour faire ce virage écologique. Mais je vais essayer de vous convaincre qu'il est encore temps. Il faut vraiment qu'on comprenne que si on ne fait rien, ce siècle sera celui de confinement à répétition, tantôt pour se protéger du variant de ce virus ou des suivants, tantôt pour se protéger d'une canicule, d'un pic de pollution, d'une tempête, d'une intempérie qui vont venir s'accélérer. Donc cette crise, elle nous révèle notre immense vulnérabilité, mais je pense aussi qu'elle nous révèle notre force, parce qu'elle montre que lorsqu'on s'y met, lorsqu'on s'organise, on peut
endiguer l'avancée d'une pandémie, on peut sauver des vies par milliers et on peut changer du tout au tout l'organisation d'une société. Donc c'est bien que le pouvoir politique peut encore influer et même inverser le cours des choses. Et il faut que ce soit la même chose sur les questions climatiques. Donc oui, je pense que tout n'est pas perdu pour ce fameux monde d'après. On a déjà dans notre histoire construit des mondes d'après. On a fait une reconstruction après le second conflit mondial. Il faut aujourd'hui faire cette reconstruction écologique et je propose du coup des solutions très pragmatiques et très concrètes pour ça. Donc on pourrait par exemple reprendre une des mesures qui était dans la Convention citoyenne pour le climat, qui était d'instaurer une taxe de 4% sur les dividendes des entreprises et avec ça on pourrait faire un plan de relance sur le climat et l'écologie et ainsi allier santé sociale et écologie et montrer qu'entre les urgences on ne fait pas le tri. Elle a pris ses 90 secondes. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer ensuite pour les rouges et pour les verts. Mais d'abord, on débat. Place au débat. Jean-Christophe Buisson. Bah déjà, Météo France sont pas fichus de nous donner le temps dans 10 jours. Alors, je sais pas comment ils arrivent à nous donner le temps dans 80 ans. Enfin, bref, passons. Non, ce qui me chagrine dans votre argumentation, c'est tout de suite, il faut taxer les entreprises privées. Qui sont les entreprises qui se sont verdies le plus ces dernières années à tel point, de toute façon, elles ont déjà tellement de punitions si elles ne se verdissent pas qu'elles sont dans ce processus qui en devient parfois même pénible parce que c'est systématique. On verdit. Ça devient une condition pour la plupart des entreprises privées en France. Oui, ça devient une condition. Et vous voulez rajouter encore 4% sur leurs dividendes une vie souhaitable sur Terre, oui. Oui. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, les objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes, on ne les atteint même pas. Donc c'est pas une question. Enfin, moi, je veux bien ne pas taxer les entreprises. Juste, j'ai envie d'avoir un avenir, en fait. Et aujourd'hui, notre génération, elle souffre d'un mal-être immense à cause de cette pandémie. Elle souffre d'un mal-être immense aussi parce qu'on ne voit pas d'avenir dans un monde qui va être complètement déréglé du point de vue climatique, du point de vue de notre accès aux ressources, du point de vue de notre capacité à vivre ensemble. Parce que tout ça, ça va avoir des conséquences sociales aussi. Donc là, et ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est que c'est une crise qui est liée à des raisons écologiques. C'est lié à un dérèglement de notre rapport au vivant. Donc en fait, moi je veux bien tous les arguments du monde, mais moi je veux qu'on me dise comment on va avancer concrètement. Il nous faut des fonds pour investir dans la transition. Donc où est-ce qu'on va aller chercher? On taxe encore les classes populaires? Comment on fait? On va chercher l'argent là où il est. Là, la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, c'était 4% sur les dividendes des entreprises qui en distribuent plus de 10 millions chaque année et pour contribuer à l'effort de financement. Donc si on ne peut pas accepter ça, franchement, je ne sais pas où on va. Non, mais la dernière chose, c'est qu'il faut quand même aussi se souvenir que c'est pas la première fois que le climat est déréglé sur la planète Terre, que c'est pas la première fois qu'il y a une pandémie de cette ampleur. En 2021, c'est pas possible d'avoir. Mais vous avez lu Laurent Ladurie, vous savez très bien. Mais je suis pas climato-sceptique, je vous dis que des problèmes de climat, on en a depuis des millénaires sur la planète Terre, et à chaque fois on fait reconstruire. Un rapport du GIEC. J'ai pas besoin de lire le rapport du GIEC pour savoir qu'il y a des problèmes climatiques dans le monde. Ce que je veux dire, que c'est pas la première fois qu'on est confronté et à des problèmes climatiques et à des problèmes de pandémie qui étaient autrement plus graves, quoi qu'en dise le docteur Taureau tout à l'heure, qu'aujourd'hui. Il me semble que la peste, vous êtes passé très vite sur la peste du XIVe siècle, ça fait quand même un tiers de la population européenne qui est passée à l'as. Donc des pandémies massives, 1000 fois plus massives qu'aujourd'hui, on en a vécu. Oui. Et des crises climatiques comme celles qu'on vit aujourd'hui, on en a vécu des pires. Un dérèglement climatique irréversible, non. C'est la première fois. C'est la première fois que quelqu'un... Et ça, c'est un fait scientifique, en fait. Vous savez que c'est irréversible. Docteur Taureau. Si des fois on ne diminue pas de 50% le CO2, d'ici 2030, on augmente de 1,5 degré la température. Ça va tout bouleverser. Rien qu'au point de vue sanitaire, je vous parle du paludisme, il va monter. Parce que quand vous augmentez la température, vous augmentez tout. On ne doit plus augmenter la température. Donc il y a l'effet Agassiz, c'est le CO2. Ça ne fait qu'augmenter, sauf l'année dernière à cause du Covid. Parce que les entreprises ont diminué. Quand je suis venu ici, j'ai amené mon capteur. Parce que vous pensez que vous respirez de l'air super. C'est un capteur. Ça, c'est un capteur. C'était des saunas, une petite sauna. Non, c'est un capteur. Et donc, j'appuie sur mon téléphone, hop, j'y vais. Et qu'est-ce que je vois quand je suis arrivé devant? Pollution très forte. Ici, dans le studio? Pas dans le studio, juste parce que là, ça capte en sorte en arrivant. D'accord. Ah oui, donc, devant le bâtiment. De dioxyde. Ben oui, vous étiez dans la ville, en rue. Je ne sentais rien, vous ne sentez rien de la pollution. Oh, c'est pas sous contrôle d'huissier, c'est vrai que ça. Non, mais si, je vous assure. C'est pire sur les autres. En plus, il a fait ça, tac, comme ça, on ne sait même pas si c'est bidon. De toute façon, si on ne fait rien, l'augmentation, elle est actée de la température. Et tout ce qu'on peut voir au dérèglement, elle est actée. Donc il faut agir. Chaque année, vous voyez bien que. Moi, je vois bien au niveau des mairies, on fait des plans canicules, on fait des choses comme ça qu'on ne faisait pas avant, il y a 15 ans. Au niveau des poumons des gamins aussi. Alors, il n'y a jamais autant de pathologies, à la fois en pédiatrie, en pneumologie et en cancérologie, parce que, outre le réchauffement climatique, il y a tout ce qu'on absorbe. Les petites particules à 10 et à 2,5, qui plus elles sont petites,
et plus elle rentre dans les poumons. Même on a fait, enfin pas une expérience, l'enfant quand il naît aujourd'hui d'une maman, il a dans son corps déjà des microparticules. Il est déjà pollué. D'accord ? Alors vous allez me dire, c'est pas grave. Eh bien si, c'est grave, parce que ça entraîne plein de pathologies. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont des problèmes respiratoires, parce que, alors c'est vrai, nous ne sommes peut-être pas touchés, mais allez voir dans les services, alors je parle encore de médecine, désolé, mais la santé des gens, c'est hyper important. Aujourd'hui, il fait de plus en plus chaud, et on n'aura pas la neutralité carbone en 2050, c'est une illusion. Et toutes ces COP qui sont succédées, la 22, la 20, c'est pour dire que celle d'avant, elle ne marchera pas. Donc tous ces gens qui se réunissent et qui font des plans, on n'arrête pas à en faire. Même moi, je vais réaliser le plan climat-énergie de mon territoire. Et j'ai vu tous les autres plans climat. Mais c'est des dossiers comme ça. On fait plein de plans pour essayer d'acheter la paix. Mais en fait, en termes d'efficacité, aujourd'hui, nous ne sommes pas au rendez-vous. Julie Graziani. Moi, je trouve l'argument sanitaire un peu fallacieux parce qu'en fait, il faudrait pouvoir comparer le degré moyen de bonne santé de la population avant l'ère industrielle à celui qui est le nôtre aujourd'hui. Et franchement, ceux d'hier ne sortiraient pas gagnants, y compris les enfants qui mourraient en bas âge et où c'est plus le cas grâce à toutes ces découvertes qu'on a fait, qui sont allées de pair, bien sûr, avec l'industrie et avec de la production de carbone. Et puis on y est 10 milliards aujourd'hui. Non, mais après, je trouve que c'est frappant parce qu'en fait, Claire est partie sur un thème beaucoup plus large qui était celui de l'écologie. Et vous voyez, c'est toujours comme ça en ce moment. On se resserre sur le réchauffement climatique qui devient le seul thème obsessionnel de l'écologie en ce moment, au détriment d'autres sujets tels que la consommation des ressources, tels que la production des déchets. Mais et alors que c'est un cas... Non, mais le rapport de Météo France, il est sur le réchauffement climatique et ses incidences. Mais Claire parlait d'écologie d'une manière plus générale, je dis. Et tout de suite, on en vient au réchauffement climatique. Et là, je rejoins Jean-Christophe. Autant la production de déchets, je vois bien la responsabilité de l'homme dans la production de déchets, elle est évidente. Autant l'histoire nous apprend, qu'on le veuille ou pas, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une responsabilité aussi aujourd'hui, mais on ne sait pas la quantifier. Mais si on a autant de déchets, c'est parce qu'on produit. Et si on produit, ça a une incidence sur le climat. Mais l'histoire nous apprend que... Quand on connaît le danger pour la santé, on doit l'éviter. Dans le temps, on ne le connaissait peut-être pas. On a eu des phases de réchauffement au XIVe siècle. Je parle de pollution en général et d'environnement. De ce que vous respirez et comment on vit. Sur le réchauffement climatique. Oui, mais il n'y a pas que le réchauffement, il y a la pollution en général. Mais justement, c'est cette tendance à sectoriser les crises et à essayer de dissocier les problèmes qui nous empêche de penser une manière de changer qui est systémique et qui est la seule pour avancer. Qu'il faille améliorer, il faut toujours s'améliorer, je suis d'accord. Mais ensuite, le deuxième élément que j'aime pas dans l'argumentaire, c'est de faire de l'épidémie l'épouvantail, d'instrumentaliser l'épidémie pour dire « ah, voyez, vous changez ». Et le réchauffement climatique, il a cela de pernicieux en ce moment, c'est que il avale tout. Tout sert de carburant à son idée. Tout permet de justifier, de dire alors un coup c'est l'épidémie, un coup c'est les inondations, le troisième coup c'est la sécheresse, et puis quand c'est pas la sécheresse, c'est l'humidité, et tout devient la preuve du réchauffement climatique. Mon point qui est un fonctionne argument selon une logique irréfutable. Non, c'est un argument pratique et économique en fait. On est dans un moment où on va devoir relancer notre économie. Et ben, au lieu de relancer la même machine qui nous mène dans un mur, on reconstruit l'économie sur d'autres bases qui sont compatibles avec les limites planétaires. Donc il y a un côté opportunité. On a mis à l'arrêt l'économie, on va la relancer. Autant la relancer sur un modèle qui va nous permettre d'avoir un avenir à peu près vivable, quoi. Donc c'est pas du tout une instrumentalisation. Admettons, mais il me semble qu'on le fait déjà. On électrifie à mort les voitures. On va plus voyager dans les avions comme on le faisait avant. C'est une évidence. Mais il y a plein de petits détails comme ça. Simplement, le on me chagrine parce que le on, c'est nous. Et le 11, j'aimerais bien que la Chine fasse la même chose, que l'Inde fasse la même chose. Et on sait très bien qu'ils ne le feront pas. Donc on est toujours en train de s'auto-flageller en disant oh là là, on va prendre plein de mesures. On ne peut pas se baser là-dessus pour rien faire. Justement, non, mais sauf que la Chine a investi massivement dans le photovoltaïque, a fait des villes quasiment photovoltaïques parce que c'était une question de santé aussi pour ses habitants. Le jour où la France commence à porter cette question de manière significative, non, c'est pas suffisamment, pas à la hauteur des enjeux. Ce jour-là, de par notre histoire, de par notre réseau diplomatique, on arrivera de par notre place à l'ONU, on arrivera à faire bouger les choses. Mais c'est beaucoup trop facile de dire bon bah les autres pays bougent pas, donc nous on reste là plantés. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux dire, il ne faudrait pas être naïf. La question est on ne changera des choses. Est-ce que vous avez l'impression que l'environnement s'améliore dans notre pays? Bah oui. Bah complètement. Ils sont améliorés sur quoi? Vous avez des enfants de 20 ans, vous voyez comme ils sont 1000 fois plus écolos que notre génération, non? Oui, mais parce qu'ils sont... C'est pas eux qui sont dans les usines, c'est pas eux qui conduisent des voitures les plus polluantes. Donc ils peuvent faire n'importe quoi. Mais non, c'est pas ça que je dis. C'est que tout simplement qu'on n'a pas les résultats. On n'a pas de résultats assez. Et moi je dis que la génération qui arrive est 10 000 fois plus écolo. Mais je dis pas. Donc la génération qui va subir les effets du dérèglement climatique, c'est aussi celle qui doit être la plus responsable.
Donc oui, nous, dit en il fait, faut, je dis elle est. il faut qu'on le soit tous et il faut surtout que les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir soient responsables. Et c'est pas les adolescents qui sont au pouvoir, ni les jeunes. Les jeunes, bien sûr, qui sont tous écolos, on les a formés comme ça dans les écoles. Mais nous, les adultes, qui décidons, nous devons décider et surtout agir et être efficaces. Et en termes d'efficacité, on n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Eh bien, on va voir ce que vous avez pensé des arguments de Claire Lejeune, de cette discussion, ma foi, intéressante et enflammée. C'est l'heure du verdict. L'urgence du virage écolo. Julie Graziani, Claire Lejeune, elle vous a convaincu ou pas? Non, pas pour l'urgence. Je veux une terre où on consomme sobrement les ressources pour ne pas se retrouver à court dans quelques décennies, oui. Mais je n'aime pas ce côté des écologistes de nous mettre l'épée dans les reins comme ça et de nous engager sur des voies qui d'ailleurs ne sont pas forcément bonnes à l'échelle de la planète. Regardez le Japon qui exporte sa déforestation en Australie. Alors, ils sont impeccables chez eux. Hein. Leurs forêts sont parfaitement gérées, mais en fait, ils vont chercher leur bois ailleurs. Docteur Taureau, d'accord avec Claire? Oui, je suis d'accord, Claire, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence parce qu'aujourd'hui, on va dire ce qu'on veut, il y aura plus 1,5 degré. En 2030, ça va être catastrophique sur l'écosystème, sur nous. On va être obligé de mettre des climatiseurs partout. Ça va être une catastrophe. Ça sera pire. Si on met des climatiseurs. De toute façon, c'est anticipé. Comme pour le Covid, est-ce qu'on va se faire le rapprochement? Il faut anticiper. On n'anticipe pas et on n'agit pas. Mais c'est vrai que ça coûte de l'argent. C'est vrai que ça coûte de l'argent. Non, je ne suis pas convaincu, parce que moi, ce discours catastrophiste permanent qui nous donne l'impression qu'on va tous mourir demain et que nos enfants vont être encore pires que nous, ça m'insupporte. Moi, je veux bien qu'on discute des conditions, mais pas qu'on soit tout le temps en train de nous laisser penser que le monde va être... Claire Lejeune sera pour la prochaine fois, pour lundi prochain. Vous arriverez à convaincre, c'est promis. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Aurélie Casse, Ligne Rouge sur BFM TV, avec justement la femme qui peut sauver le monde, Cataline Carico, qui a travaillé sur l'ARN. C'est passionnant, je vous conseille de rester sur BFM. À demain, 19h.